Le cap forme au nord un surplomb, sous lequel on ne peut parvenir que par un sentier étroit où s'abritent parfois des chèvres à demi sauvages. Sous le surplomb, il y a une grande paroi sombre que les vagues viennent frapper pendant les tempêtes et qui plonge d'un mouvement abrupt et menaçant dans la mer. Oedipe rêvait qu'il sculptait une falaise. Il vient explorer celle-ci avec Clios. Il tâte la pierre des mains, il se hisse dangereusement sur la paroi, il se colle aux aspérités du rocher, il l'ausculte, l'étreint avec les mouvements lourds, ralentis d'un nageur à demi submergé. Clios lui dit « La roche ressemble à une énorme vague qui s'élève et va tout engloutir en retombant. » Oedipe approuve. Il y a la vague. Il faut trouver un moyen pour qu'elle ne nous emporte pas. Ce n'est pas un homme seul qui peut le faire. Il faut une barque et des rameurs. Oedipe cherche avec son corps, dans la confusion native de la falaise, la forme de la barque qui doit y être, ainsi que la place des rameurs. Soudain, il trouve. Il est la barque. Il la dessine avec son corps dans la pierre. Il veut la sculpter. Clios demande pourquoi. Oedipe répond que c'est à cause de son rêve, à cause d'eux trois, emportés par la mer. Clios ne croit pas qu'on puisse échapper à cette vague. Il faut travailler la falaise, dit Oedipe, pour entendre ce qu'elle veut nous dire. C'est un travail immense. Il faut commencer tout de suite. Procure-toi des outils. Antigone nous aidera. Elle sculpte bien les corps et les visages. Le premier obstacle vient d'Antigone, qui refuse de se joindre à eux. L'entreprise est démesurée, insensée. C'est sans doute ce qui attire Oedipe et Clios. Elle ne veut pas abandonner son travail au village et recommencer à mendier. Le lendemain, Clios descend au port et Oedipe commence seul à sculpter la vague. Antigone voit en rêve un enfant avec ses petits outils au pied de l'immense falaise. C'est Oedipe qui appelle quelqu'un avec une merveilleuse confiance. Il y a du vent, un grand tumulte de vent. Elle finit par entendre qu'il dit « Ma sœur, ma sœur ». Elle s'éveille en larmes au milieu de la nuit. Elle ouvre la porte, la lune est claire, elle s'habille et part en courant vers le cap. Elle voudrait se jeter dans les bras d'Oedipe, mais ils dorment encore, elle ne veut pas les éveiller. Elle se couche près d'eux. Elle pense qu'elle peut refuser à son père ce terrible travail, mais peut-elle faire de même pour son frère, ce frère frappé par le malheur qu'elle a suivi, qu'elle a poursuivi quand il a quitté Thèbes? Quand les deux hommes s'éveillent, ils trouvent Antigone en train de préparer le repas. Il n'y a pas d'explication. Clios lui donne des outils. Oedipe, au pied du rocher, lui montre le travail à faire. Il apparaît vite que pour les tâches délicates, c'est elle la plus habile. Elle n'aura pas à mendier. Clios a parlé du projet d'Oedipe aux gens du village. Ils pensent que cela protégera leur bateau et ont promis de les nourrir pendant la durée du travail. Dorénavant, dès le matin, ils sculptent la falaise. Ils vont se baigner à midi, mangent et travaillent à nouveau jusqu'au soir. La roche est dure, mais leurs bras et leurs mains s'endurcissent et Oedipe rappelle qu'il ne faut pas forcer la pierre. La vague est là, déjà là. Il faut seulement l'aider à apparaître.
Ils sentent sous leurs mains sa présence, alors que Clios et Antigone ne la voient pas encore de leurs yeux. Lorsqu'ils ont des doutes, ces deux compagnons appellent Oedipe. Il palpe la pierre de ses mains, il l'écoute, il la goûte des lèvres et de la langue, il colle son corps contre elle. Il dit, il faut se laisser porter, emporter par elle. Les deux autres sentent alors que la vague existe. Elle a traversé brutalement leur vie, elle les a submergés, elle les submergera peut-être encore, mais cela ne les empêche pas d'être vivants. Ils commencent à sentir la vague, mais la barque n'apparaît pas encore. Oedipe a trouvé sa place. Il n'ose pas encore lui donner sa forme. La roche est noircie par l'érosion et les tempêtes. Quand on la creuse, elle est blanche et les contours écumeux de la vague apparaissent en clair sur le fond sombre de la falaise. Oedipe, en travaillant, lance parfois 2 ou 3 notes sonores. On espère qu'il va chanter, mais il ne continue pas. Et Antigone en éprouve du chagrin. Elle s'arrête alors et entonne une chanson de toile, comme elle en chantait à Thèbes, en un temps qui semble devenu si lointain qu'on ne peut plus y croire. Clios, en l'écoutant, danse rien que des pieds et des mains sur le sentier étroit. Il arrive qu'Oedipe sorte sa flûte et joue. Un chant devrait naître, mais Oedipe ne veut pas, on ne peut pas chanter, et les cœurs deviennent lourds. Oedipe, laissant les autres continuer la vague, commence à tracer dans la roche la forme de la barque. Son étrave effilée est pointée vers l'abîme. Sur sa poupe, la vague commence déjà à retomber. 3 rameurs rythment de leur effort le mouvement du bateau. Derrière eux, un homme debout tient les rames de gouvernail. La barque plonge dans la profondeur, mais sa proue déjà se redresse. Elle se glisse sous la vague. En la voyant, on retient son souffle, puis on le reprend avec soulagement, car on est sûr qu'elle va franchir l'obstacle. La vague semble irrésistible, mais l'esquif plus subtil se sert de l'énorme force de l'adversaire pour lui échapper. Lorsque les contours sont terminés, Oedipe demande à Antigone de sculpter les rameurs et l'homme au gouvernail. Elle seule a les mains assez fines pour faire cela, sans troubler le dessin de la pierre. Lui fera la barque, comme celle de Corinthe qui allait en haute mer, ou comme certains des bateaux d'ici que Clios lui a décrits. Elle sera seulement plus aiguë, plus proche des formes originales qui sont sorties un jour de la mer. Tout en sculptant, il pense à la Sphinx qui était, comme la vague, infiniment plus puissante que lui. C'est de sa force qu'il s'est servi pour l'emporter, en plongeant dans son obscurité le couteau des réponses. La Sphinx a disparu comme s'effacent les vagues. Il a cru en être la cause. Il a accepté le triomphe, la reine, la royauté, sans voir qu'en face de lui, une autre vague, bien plus haute, se soulevait déjà. Les hommes de la barque ne seront pas comme lui. Ils sauront que cette vague n'est pas la seule, qu'il ne suffit pas de triompher d'elle et qu'il faut affronter la tempête tout entière avec sa succession de vagues pour retrouver le port.
tracer les contours des rameurs et du pilote. Antigone les regarde longuement avant de se mettre au travail. Elle est troublée. Oedipe, cette fois, s'est trompé. Il n'a pas suivi le mouvement secret de la pierre. Elle le lui montre, lui fait toucher la pierre, lui fait sentir la vraie position des rameurs. Ils ne sont pas au début de leur mouvement penchés en avant, la tête courbée sous les embruns. Ils sont au sommet de leur effort, le corps et la tête en arrière, expirant l'air de leurs poumons, voyant en face d'eux l'énormité de la vague et le pilote qui les soutient de son courage, de son habileté et peut-être de sa voix. Quand le soir arrive, Oedipe envoie ses compagnons se reposer, mais ils travaillent encore de longues heures et ne remontent se coucher qu'à la nuit. Blanche, mince, élancée, la barque de pierre sort triomphante de ses mains, projetée en avant par la vague comme une flèche. Antigone sculpte les trois marins. Ils rament avec vigueur, en réservant leur force, car ils ont encore une longue lutte à soutenir. Ces rameurs, pense-t-elle, c'est nous trois dans notre lutte pour faire naître la vague de la falaise, pour l'inventer avec elle, comme dit Oedipe. Le premier, c'est Clios, très beau, très aigu, mais sans cet air de bête fauve, sans le rire cruel et traqué qui apparaît trop souvent sur son visage. C'est lui qui donne son rythme à cette danse dans la tempête, la bouche esquissant un sourire de défi. De ses superbes yeux, il ne regarde pas la vague, mais seulement le pilote. Derrière lui, c'est elle, avec un corps androgyne. Sur la tête, la roche lui fait par son mouvement naturel une chevelure d'écume, dont les longs cheveux flottent au vent. Elle ne peut sculpter le visage. Elle ignore trop qui elle est et ce que veut la pierre. Qu'Oedipe le fasse s'il le peut. Oedipe, qui en rêve, a obtenu qu'elle vienne contre son gré sur la falaise, en la nommant de cette façon déchirante « ma sœur ». Elle n'en peut plus. Elle rassemble ses outils et s'enfuit en courant. Oedipe, qui polissait l'avant de la barque, s'arrête et explore longuement de ses mains le visage du premier rameur. Il appelle Clios. Clios est bouleversé. Il admire et aussi s'effraie. C'est donc ainsi qu'Antigone le voit, qu'elle veut le voir. Il dit avec colère « Elle m'a fait comme elle voudrait que je sois. » Oedipe constate « Elle t'a fait comme tu es. » Il retourne à son travail. Clios fait de même. Il rejette cette parole et pourtant elle le touche au cœur. Oedipe s'approche du second rameur. Il tâte la pierre, la sonde et à très léger coup de burin entreprend de sculpter le visage. Le soir tombe. Clios n'y voit plus assez pour continuer. Il appelle Oedipe, il s'approche de lui, lui parle, mais Oedipe ne l'entend pas. Il est aussi absorbé dans son travail que lorsque sur le cap il se perdait dans la mer. Clios, épuisé, s'en va. Il allume le feu, prépare le repas. Comme Oedipe ne revient pas, il s'étend et s'endort. À l'aube, il s'éveille un instant et voit étinceler au-dessus de lui Apollon aveugle. Le dieu rayonne faiblement, brisé par son travail nocturne. Clios, en se rendormant, sent qu'il s'étend près de lui.
Antigone est restée se reposer 2 jours au village. Elle est heureuse de revenir sur le cap. Le soleil a dissipé la brume, les pêcheurs sont partis en mer, ils ont bon vent et on voit leurs voiles rouges se gonfler au large. Avant de partir, elle a été déposer des fleurs devant la statue du dieu protecteur du village. La statue a été marquée par le temps, par les pluies, polie par les mains innombrables qui l'ont touchée pour recevoir d'elle protection ou guérison. On devine une tête qui s'élève faiblement d'un socle qui doit représenter la mer entre 2 vagues ou le sillon d'un champ. La tête n'a pas de visage, et pourtant quelque chose sourit dans cette forme, aussi humble et ramassée que le village lui-même. Le petit dieu rustique, inusable, subsistera. Son lieu sera encore sacré quand la vague, par l'action du temps et des tempêtes, se sera effondrée dans la mer, comme Oedipe le prévoit. Comme il le désire, elle le sait. L'approche de l'automne commence à teinter les feuillages. Les pluies récentes ont fait reverdir les prés et les landes. On entend sur les falaises les cris des bergers, les abois des chiens. Le poids de la jarre pèse sur le cou et les épaules d'Antigone pendant qu'elle gravit la côte. Il pèse, mais il lui donne équilibre et solidité. Sous le fardeau, elle sait ce que son corps doit faire. Elle le sent qui la guide et l'incite. Elle se dit « Je suis faite pour porter peut-être un jour un enfant. » Et elle sourit. Quand elle dépose sa cruche devant la grotte, elle voit Oedipe qui marche en direction du soleil levant, sans hésiter, sans tâtonner. Au moment où, presque au bord du vide, elle allait crier pour l'avertir, il s'arrête, offrant son corps et son visage au rayon. Il est presque nu, encore jeune, toujours beau, portant invisible mais présente les traces du malheur et de la fatigue. Elle admire le corps puissant, élancé, mais ne retrouve plus qu'en partie l'image émerveillante de son enfance, quand sur le visage d'Oedipe, le regard, le rire et la parole ne cessaient de mêler leur pouvoir. Elle descend dans l'ombre de la falaise et sa froide lumière. Elle voit la barque qui jaillit, très blanche, de l'énorme roche, et comment pendant ces 2 jours, ces 2 nuits, Oedipe a incarné sa fille Antigone dans la pierre. Autour du front et des longs cheveux que le vent déroule, le mouvement de la pierre a formé une couronne d'écume. C'est donc ainsi qu'Oedipe la pense, qu'il la fait voir, animée d'une beauté qui n'est pas celle de Jocaste, ni celle d'Ismène, une beauté active, résolue, acharnée dans la confiance. Ce visage connaît la menace de la vague, son écrasante pesanteur, mais il ne s'abandonne pas à l'effroi. La pierre l'a vue éclairée et solide, comme le corps, qu'elle a sculpté elle-même et retrouve avec étonnement. Ce corps, dont Oedipe a accentué la ligne audacieuse, qui est à la fois celle d'un garçon vigoureux et d'une jeune fille élancée, plus intrépide que les jeunes filles de Thèbes. Soudé par l'effort au corps des 2 autres rameurs, il soutient avec eux l'entreprise de survivre. Oedipe l'a achevé par le surprenant visage, où tout est donné à l'effort, à la respiration, juste et dont aucun des traits ne sourit. C'est la tête entière, c'est le corps tout entier qui, comme le petit dieu usé du village, sont animés d'un sourire dont la lumière transparente émane directement de la pierre. Dans ce profil né d'une vision d'Oedipe, ce qui la frappe, ce qui l'émeut surtout, c'est la limpidité. C'est donc ainsi, alors qu'elle se sent souvent si troublée, si incertaine, que son esprit et ses mains l'ont aimée.
Elle entoure de ses bras le sourire invisible et présent qu'il lui a donné dans la pierre. Elle se réconcilie un peu avec elle-même. Elle sent qu'elle pourra peut-être, comme le lui a dit Diotine, devenir un jour Antigone. Ils reprennent le travail. Elle cherche de nouveaux repères pour le pilote. Clios, suspendu à la corde, s'énerve en sculptant le haut de la vague. Il lâche une prise, perd-pied. La corde le balance vertigineusement le long de la falaise et il rit de façon effrayante. Antigone lui crie de remonter, de se reposer. Il descend près d'elle et s'assied, épuisé. Oedipe s'approche, prend sa flûte et joue un vieux petit air qu'on entendait les jours de fête dans les quartiers pauvres de Thèbes. L'eau merveilleuse fait son effet. Antigone se sent légère et parfumée. Elle a confiance en elle, elle chante. Et Clios joint parfois sa voix à la sienne. Il s'en va brusquement, sans doute pour aller dormir dans la grotte. Et ce moment heureux prend fin. Antigone scrute la pierre où va naître le pilote. Elle ne s'est pas trompée. Le contour tracé par Oedipe est trop petit et n'est plus en rapport avec les rameurs tels qu'elle les a faits. La pierre exige d'autres proportions. Il n'a pas senti ce mouvement majestueux qui l'entraîne vers le haut. Il n'a pu voir cette ombre qui la redresse, ni le regard des rameurs dont l'espérance l'agrandit. L'agrandit jusqu'où ? Elle est effrayée, en se confrontant à la pierre, de s'apercevoir que ses propres repères sont eux aussi trop restreints. Le maître de la barque doit être grand, beaucoup plus grand. Il y a là une outrance qu'elle redoute. Elle court vers Oedipe. La pierre fait du pilote un géant. Alors c'est la pierre qui a raison. Elle est sur le point de pleurer, mais je n'ai jamais vu de géant. Mais si, tu en as vu. Quand tu étais toute petite, tu vivais au milieu d'eux, tu les connais très bien. Elle esquisse la forme et la stature du corps. L'eau merveilleuse agit. Elle se sent à nouveau légère et assurée. Le contour commence à surgir. De profil, le pilote sera grand, pas trop grand, comme étaient Oedipe et Jocaste dans le royaume sacré de Thèbes. Elle est heureuse, mais il est temps de retourner au village. Devant la grotte, le foyer est éteint. Clios l'attend. Je descends avec toi. Il a l'air troublé. Le soleil, à demi caché par un nuage, éclaire le rivage d'une lumière hésitante. Plusieurs barques reviennent au port. Elles ont hissé leurs voiles et les rameurs se reposent. Clios l'arrête. Il dit « Il faut que je te parle ». Il y a en elle un instant d'attente, d'espérance insensée. Il continue « Je ne peux pas faire le haut de la vague, je n'y arriverai jamais ». La déception d'Antigone est amère, elle ne peut la cacher. Il ne comprend pas, heureusement. Il se fâche, lui saisit le bras, lui fait mal, lui fait peur. La vague, c'est la folie d'Oedipe, c'est la mienne. J'ai pu la faire monter, il faut qu'elle se retourne, qu'elle retombe dans la mer, je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas la retenir, tu comprends ? Elle va déferler sur le cap et nous submergera tous. Mais la vague est en pierre, Clios. Ne crois pas cela, Antigone. La vague est en délire, rien qu'en délire. Avec terreur, elle voit qu'il a raison et qu'il faut une solution immédiate. Elle détache son bras du sien, demande « Tu veux que j'essaye à ta place ?» Il a un cri. « Toi pendu à la corde, jamais, jamais. » Elle est heureuse. Elle dit presque à voix basse « Pourquoi ?» Il répond « À cause de moi. » Elle se sent rougir. Elle a voulu être plus heureuse et elle l'est. Elle
Il voit soudain la conséquence des paroles de Clios. Alors c'est Oedipe qui doit achever la vague. Il n'hésite pas, c'est lui. Mon père aveugle, suspendu à cette corde. Il le faut. Sinon la vague engloutira tout. Dis-le lui. Quand Antigone arrive à la grotte, Oedipe est assis à la pointe du cap, face au soleil et à la mer. Elle pense que c'est là qu'il a été si heureux, de cet insupportable bonheur qu'elle a brisé. Lorsqu'elle est près de lui, il dit sans se retourner « Antigone ». Rien qu'Antigone, et cela suffit. Car dans les syllabes de son nom, elle entend qu'elle est comprise et aimée comme elle est, remontant du pauvre village, avec dans ses vêtements le parfum des fleurs de Chloé et l'odeur forte des poissons frits. Elle s'assied à côté de lui et dit « Clios ne peut achever la vague. Il dit qu'il n'arrivera pas à la faire déferler et retomber dans la mer. » Il répond « Je sais. » Elle comprend avec soulagement qu'il ne doit rien ajouter. Il est en train de mettre le large bandeau blanc dont il protège ses yeux quand il sculpte. Quand il a terminé, il dit que Clios prépare la corde. Clios est là. Il aide Oedipe à revêtir ses habits de travail. Antigone fait réchauffer les poissons, les hommes mangent. Elle croit qu'elle ne pourra rien avaler. Sur un ordre de son père, elle se force et se sent mieux. Clios entoure la taille d'Oedipe avec une peau de mouton pour rendre le contact de la corde moins pénible. Il entoure le nœud d'étoffe. Il ne prenait pas toutes ses précautions pour lui-même. Antigone vérifie les nœuds. Elle voudrait l'aider, mais Oedipe lui demande d'aller travailler, comme chaque jour. Quand elle est partie, il se met à trembler, à claquer des dents. Clios s'inquiète. « Est-ce que tu pourras descendre ?»« Oui, c'est la frousse, le vide, le vertige, quoi. Tu connais ?» Il connaît. Il aide Oedipe à descendre lentement. Oedipe cherche des prises dans la falaise. Antigone l'entend qui entame le roc, en face de l'endroit où la vague doit commencer à déferler. Elle écoute le rythme régulier, habituel du marteau d'Oedipe, et sent revenir en elle un certain apaisement. Là-haut, Clios guide Oedipe de la voix. Elle entend 3 notes de flûte qui veulent dire « remonte-moi ». Oedipe grimpe le long de la paroi. Un grand cri soudain, une prise à lâcher, il a dévissé, et Clios n'a pas eu le temps de raidir la corde. Il ne crie plus, il gémit. Il se tord au bout de la corde et vomit en criant entre chaque crise. Il ne se débat plus, ne cherche plus à reprendre pied, il pend misérablement au bout de la corde comme un objet souillé. Ses vomissements coulent le long de la roche, tombent sur le sentier, elle s'enfuit. Elle n'ose plus se retourner. Tout en courant sur la pente, elle entend à nouveau ses gémissements qui deviennent des cris de colère. Il tente de s'accrocher, mais il n'y arrive pas. Et Clios ne parvient pas à l'aider à se hisser. À bout de souffle, elle est obligée de s'arrêter. Les cris d'Oedipe la chavirent, et pourtant elle perçoit qu'ils ont changé de nature. Ils ressemblent à ceux qu'il poussait dans la cour du palais lorsqu'il s'entraînait avec ses gardes. Jocaste alors, qui le regardait du balcon, les chassait, Ismène et elle, si elle cherchait à le voir hors de lui en train de combattre. Antigone est sur le cap, Oedipe ne crie plus. Le ciel est bas et tout noir. Ce n'est pourtant pas encore la nuit. Elle se précipite vers Clios. Il est couché sur le sol, la corde assurée autour d'un rocher. Penché sur le vide, absorbé par ce qu'il regarde, il ne la voit pas venir. Il n'a pas l'air effrayé ni même inquiet, elle ne l'a jamais vu ainsi. Il a l'air d'un homme ivre. Elle lui touche l'épaule, il se retourne et crie. Il a passé. Elle ne comprend pas ce qu'il veut dire. Elle voudrait l'aider, mais il n'a pas besoin d'aide. Elle se penche à son tour et voit Oedipe qui a franchi le surplomb.
les pieds fixés sur de larges prises. Il s'appuie du dos à la corde tendue et creuse la pierre avec une force et une rapidité incroyables. Tout va bien, dit Clios, va t'abriter, il y a un orage qui arrive. Mais elle ne veut pas s'abriter, elle veut voir comme lui, elle veut savoir. Comment est-ce qu'il est remonté? Il s'est rué à l'attaque en hurlant et il a passé. Il a été malade, je l'ai vu. Tout d'un coup, dit Clios, quelque chose est venu. Rien ne peut plus lui résister. Écoute-le, c'est la vague elle-même qui est en train de sculpter. Ce ne sont plus en effet les cours réguliers, le rythme patient, retenu qui est celui d'Oedipe. Ce sont des coups qui brisent et font voler la pierre par pans entiers et qui ne s'arrêtent pas. On croit entendre la mer elle-même qui n'a pas à ménager ses forces ou l'orage qui se rue follement vers eux. On entend les grondements encore lointains du tonnerre et les premières gouttes commencent à tomber. L'ouragan se déchaîne, les vagues en bas se creusent, s'élèvent très haut et retombent en mugissant. Antigone effrayée crie à Oedipe, remonte vite. Un grand rire triomphant s'élève, auquel répond à côté d'elle celui de Clios qui exulte et crie entre deux coups de tonnerre. La vague monte, elle monte, il va la forcer, la plier. Oedipe se hisse sur une pointe de rocher où il se tient à cheval. Il travaille des deux mains avec des outils énormes. La pluie et les éclairs aveuglent Antigone, mais elle entend le bruit forcené du burin, de la masse et de la pierre fracassée. On dirait qu'un géant creuse et frappe la falaise. Clios rit et en hurlant des messages modifie sans cesse la tension de la corde. Le cri et les rires victorieux d'Oedipe lui répondent. Antigone est écrasée par la pluie torrentielle, le vent et le tumulte du tonnerre. Un éclair jaillit. Elle pense que la foudre va frapper Oedipe, mais non. L'orage n'est pas encore à son paroxysme et elle tombe près du rivage sur un grand arbre qui prend feu. Clios lui crie dans l'oreille. Elle a réussi. Il a réussi, la vague retombe. Elle est effrayée, elle ne comprend plus ce qui se passe, elle a froid dans ses vêtements trempés. Clios a rejeté presque tous les siens, et tout en manœuvrant la corde, il hurle de joie. Antigone se dit que l'orage et la mer ont dû déjà laver les vomissements d'Oedipe. Plus rien ne reste. Plus rien ne restera de ce moment affreux qu'elle sera seule à connaître. Un soleil mouillé projette quelques rayons à travers les nuages en fuite, et déjà un autre grain se prépare. Le tonnerre gronde à nouveau, mais la pluie n'obscurcit plus son regard. Elle se penche, elle veut prévenir Oedipe. Sa tête aux yeux voilés et ses formidables épaules sont entourées d'étincelles. Il frappe la base du surplomb à coups redoublés. Il en arrache de force la vague. Il la courbe sous lui et la renvoie furieuse, écumante, déferlée dans la mer. Clios voit-il les mêmes choses qu'elle? Il n'est pas effrayé, au contraire. Il est triomphant, jubilant. Et lorsque Oedipe hurle de sa voix d'airain, il lui fait écho de toute la force de la sienne. Il se tourne vers elle, il la contraint à regarder, à comprendre, à soutenir elle aussi de sa violence l'acte qui a lieu là. Elle ne peut résister à son regard et elle répond par ses clameurs, à celle qu'Oedipe ou Zeus profère avec la mer. Sibylle au pitié, elle n'est plus qu'une voix qui arrache de son corps son cri le plus extrême, tandis que lui ébranle la falaise de ses outils divins et de l'inconcevable épaule. Clios tout à coup tend la corde à côté d'elle et crie « N'aie pas peur, il vient ». Deux mains immenses atteignent le bord de la falaise, y prennent appui, et soudain le géant est là, entouré encore d'étincelles. Il brise en riant la corde qui lui enserrait la taille, élevant d'un mouvement superbe son corps très haut au-dessus d'elle. Qu'il est beau, aveugle, rayonnant et bondissant peut-être, comme il verdoie, quand d'un geste vaste et négligent, il rejette ses énormes outils dans la mer.
Le lendemain, Cléos travaille au raccord entre les parties de la vague qui s'élève et celles qui déferlent. Oedipe sculpte le corps du troisième rameur. Antigone est frappée par la mesure, la légèreté de ses gestes, rien de comparable à la violence, à la fureur des coups de celui qui a contraint la vague à plier. Elle voit que des cheveux gris commencent à parsemer sa belle chevelure fauve. Il tourne vers elle son visage aux yeux bandés, et sur ses lèvres apparaît le sourire qui lui gagnait autrefois tous les cœurs. Elle dit « Je vous retarde ». Il répond « Tu as le temps ». Elle sent qu'il lui ouvre ainsi, malgré l'automne qui est là et l'hiver qui approche, un immense espace de temps, qui lui signifie qu'elle ne doit surtout pas se hâter. Elle a presque achevé le front et les cheveux, tirés en arrière par le vent. Elle pressent dans la pierre l'énorme figure qu'elle a connue toute petite et qui parfois se penchait sur elle. Elle cherche, elle retrouve la beauté rayonnante du père jeune, mais elle doit aussi tracer et chérir les sillons d'amertume que la peste, le meurtre du père et la mort de Jocaste ont creusés sur ce visage. Les signes qu'ont imprimé sur lui la longue route méditative pour aller nulle part, et plus encore la perte de ce bonheur vertigineux qu'il avait inventé en contemplant la mer. Ce bonheur auquel il a renoncé à cause d'elle, qui n'a pas pu supporter ce qu'elle a ressenti comme une fuite, une évasion, et qui n'était peut-être qu'une traversée de l'abîme. Elle l'a fait. Elle ne regrette rien. Elle a exigé et obtenu de lui un autre avenir. De quel droit? Qui pourrait encore parler de droit? Il y a seulement qu'elle a été la plus forte, en l'appelant à un autre destin, celui qui le mène depuis des mois à sculpter la falaise avec la force d'un dieu et l'intensité d'un ouvrier. Le même destin qui exige d'elle aujourd'hui d'édifier face à la mer son image géante sur cette colonne vertébrale victorieuse qui n'a pas encore de visage. Quand elle commence à gravir l'échafaudage, Oedipe se tourne vers elle avec le sourire confiant, un peu rusé, qui apparaît parfois sur ses lèvres. Un sourire qui n'ignore pas la force géante de la mer ni celle du destin, mais qui sait qu'on peut lui faire face. C'est ce sourire-là, si fugitif chez lui et tellement hors de portée pour elle, qu'elle doit capter, faire surgir de la falaise. Elle touche, elle caresse longuement la pierre comme fait Oedipe. Elle écrase son regard contre elle, et voici qu'une réponse toute tremblante de questions nouvelles survient. Est-ce un message du petit peuple de la pierre qui la nuit lui a parlé en songe? Elle voit le sourire, ou peut-être le rire, apparaître parmi les ombres et les signes confus qui occupent l'emplacement du visage. Elle n'a plus qu'à le laisser faire, en taillant et en creusant la pierre avec tendresse. Résolue, admirable, le rire s'invente et se veut retenu, contenu, pour faire face aux énormes puissances déchaînées. Tout un jour, elle s'absorbe en lui. Tout un jour, au levant la transperce où elle a froid et faim, mais ne peut pas quitter sa place sur l'échafaudage. Quand les hommes l'appellent, elle répond, mais elle ne descend pas. Cléos lui apporte de la soupe et des pierres brûlantes pour se réchauffer. C'est seulement quand le futur visage est éclairé par le rire, quand elle est sûre de le voir, de l'entendre, qu'elle se décide à descendre. Elle sent qu'elle n'y parviendra pas seule et elle appelle Cléos à l'aide. Dans la lumière de la fin du jour, il regarde ce qu'elle vient de sculpter et dit « C'est ce que tu as fait de plus beau. » « Ce n'est pas moi, c'est eux. » Elle répond cela violemment de sa voix rauque des jours de grande fatigue, comme s'il l'avait blessée. Il l'aide à descendre, elle est lourde,
est sur le point de s'évanouir. Il la fait se réchauffer près du feu, puis l'accompagne chez Isis. Elle est épuisée, elle s'arrête souvent. Il sent alors qu'une part d'elle voudrait qu'il la prenne dans ses bras et qu'une autre ne lui pardonnerait pas. Devant la porte d'Isis, elle lui dit « Il y a encore le regard, je ne le vois pas. » Il est surpris, il lui répond un peu au hasard « Demain, tu le trouveras. » Elle répond durement non et referme la porte devant lui. Le lendemain, en remontant vers le cap avec Cléos dans la pénombre d'avant l'aube, Antigone ne pense plus au regard. Elle se réconforte en pensant au visage géant du père de la mer. Au moment où elle va descendre vers la falaise, Cléos lui raconte ce qu'Œdipe a dit la veille. S'il n'y a plus de regard, on peut le montrer. Elle s'engage dans le sentier. Elle est étonnée. Elle répète en elle-même « S'il n'y a plus de regard, plus de regard, plus de regard. » Pour finir, le maître de la barque n'attend plus qu'elle. Elle s'approche d'Œdipe, le prend dans ses bras, aveugle ses propres yeux en les serrant contre le visage de son père. C'est vrai qu'il n'y a plus de regard. C'est ce qui est si douloureux quand on se souvient de lui autrefois. Il y a pourtant, sa mémoire le lui répète avec un fragment de sa phrase, il y a peut-être plus de regards maintenant, comme eux, comme le petit peuple invisible de la pierre. Il ne cesse pas de vous voir avec sa faculté intérieure, de vous envelopper d'un organe plus subtil. En fermant les yeux, elle étend ses mains sur le visage d'Œdipe. Elle sent le bandeau que Cléos noue soigneusement sur ses yeux avant qu'il ne parte travailler. Elle le voit chaque jour. Elle croyait le connaître, mais cette fois elle le sent. Elle le connaît comme son père, par les mains. Comment n'y a-t-elle pas pensé? Il n'y a plus de regard, mais il y a ce bandeau qu'on peut montrer et qui peut faire voir, puisque c'est le géant aveugle qui dirige la barque, le regard intérieur dans son absence et dans sa plénitude. Elle embrasse Œdipe, elle gravit toute légère les degrés de l'échafaudage. Cléos, au-dessous, allume le feu qui grésille gaiement sous les gouttes d'un grain fugitif. Elle travaille tout le jour. Elle achève d'abord le front, puis trace le bandeau. Elle se sent assistée, comme la veille, par le peuple des profondeurs et par l'attente, l'attention extrême d'Œdipe et de Cléos. Celui-ci vient de temps à autre la faire descendre pour se réchauffer. Œdipe se joint à eux. Il ne lui parle pas. Il voit qu'elle est toujours là-haut, en face du visage géant qui a confié son rire au futur. Elle remonte travailler. Elle pense confusément. L'aveugle qui chante. Le front est vaste, dégagé, superbe, au-dessus du nez légèrement busqué. Elle achève le bandeau sur les yeux, il est usé, effrangé sur les bords, comme celui qu'Œdipe porte pour travailler. Elle se recule pour mieux voir, revient vers la pierre, corrige quelques détails et se recule à nouveau pour voir l'ensemble. Elle ne peut pas y croire. Dans la mesure de ses forces et tout lui indique qu'elle ne peut pas aller plus loin, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. L'œuvre n'est pas achevée et elle ne peut pas l'être. Abandonné, laissé à lui-même, le maître de la barque est en avant, bien en avant d'elle. Sous l'action du vent, sous celle de la mer, il va continuer à avancer dans l'immensité du temps et la distance entre elle et lui ne va pas cesser de grandir. Elle songe à appeler Œdipe et Cléos, à leur crier « Venez voir, c'est fini !» Venez voir comme elle est belle et tellement plus grande que nous, notre œuvre abandonnée. Elle ne peut pas.
et ressent dans tout son corps une douleur qui devient une tristesse écrasante. C'est fini. Elle se détourne. Elle regarde la mer qui est toute noire sous le ciel plombé. Poussée par ces deux hommes, elle a enfanté ce géant qui est derrière elle et qu'elle ne veut plus voir. En regardant les vagues battre la falaise, elle est épouvantée par le désir d'en finir comme Jocaste. De l'autre côté, celui de l'aveugle qui affronte la tempête, il n'y a que l'action à reprendre chaque matin et l'incessant, l'interminable désir. Elle est au bord de la plateforme, elle saisit une corde, elle se penche à nouveau sur la mer, l'œuvre est née, elle en a fait assez, on n'a plus besoin d'elle. Vacillante, cramponnée à la corde, elle est au bord de la chute, fascinée par la mer. Elle sent une main puissante qui saisit la sienne. Elle est soulevée par des bras très forts. Est-ce que c'est son enfant, le père de la mer, qui l'a fait descendre de l'échafaudage avec cette facilité inconnue, qui lui insuffle sa force et son courage, qui la remonte sans effort le long de l'étroit sentier? En arrivant au cap, l'aisance, la toute-puissance disparaissent. Il n'y a plus qu'Oedipe qui la soutient de son pas incertain, de ses forces épuisées, qui appelle Clios à son aide d'une voix étranglée. Il y a une douceur à se traîner, soutenue par eux, après avoir été porté par son enfant de pierre. L'enfant est grand. Il doit vivre sans elle. Il ne reste plus qu'à boire, gorgée par gorgée, la douleur d'avoir terminé l'œuvre qui n'aurait jamais dû finir.